Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 205 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et si je vous disais que vous pouviez avoir gratuitement, pendant 1 heure, accès au coach personnel de Caroline Receveur, à celui qui accompagne tous les plus grands entrepreneurs influenceurs et qu'il va venir vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire pour développer votre business basé sur ses observations, son travail avec ses clients et tout ce qu'il a pu voir autour de lui et au cours de sa carrière. Est-ce que ça vous donne envie ? J'espère que oui, parce que c'est exactement le programme aujourd'hui dans cet épisode de podcast où j'accueille Roger Hormière, coach et mentor pour les entrepreneurs influenceurs. Et vous allez voir qu'on a préparé un épisode aux petits oignons pour vous avec exactement les choses à ne pas faire et aussi du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place pour développer votre business en cette belle année 2023 si vous êtes en train d'écouter cet épisode aux alentours de sa sortie. Je ne vous laisse pas patienter plus longtemps et je vous laisse tout de suite découvrir mon échange avec Roger. Hello Roger, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu ? Hello Aline, mais écoute, ça va très bien. Ça va beaucoup mieux qu'en début de semaine. Donc là, trop content d'être discuté avec toi aujourd'hui et que tu me poses plein de questions et que je réponde à toutes les questions avec un max de value. Ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui on fait le podcast Doliprane parce qu'on est tous les deux malades. Exactement. On va compenser ça avec de l'énergie et de la bonne humeur, ça va être plutôt cool. Exactement. Roger, j'ai hyper hâte d'échanger avec toi, surtout sur un sujet aussi passionnant que cette double négation des choses à ne surtout pas faire pour développer un business. Parce qu'en coaching, c'est une technique très connue, le recadrage, plutôt que de dire ce qu'il faut faire, de challenger la personne sur ce qu'il ne faut pas faire et ça va tout de suite avoir une autre perspective des choses. Et donc, je suis ravie de pouvoir mettre ça à l'échelle du business avec à la fois ton expérience, la mienne, nos ressentis, etc. Mais avant ça, la tradition dans ce podcast, c'est que c'est moi qui présente mes invités. Donc, j'ai préparé tout mon petit speech. Est-ce que tu es prêt à te faire passer la pommade ? Ah ouais, franchement, j'ai trop hâte. Que c'est un exercice qui est tellement compliqué quand tu dois te présenter toi-même que là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas dire et ça va être trop drôle. Ok Roger, tu es le coach qui n'aime pas qu'on dise qu'il est coach et je t'avais promis de ne répéter ce mot que 2 fois au cours de cet épisode et du coup c'est chose faite, j'ai grillé toutes mes cartes. Je dirais aussi que tu es mentor, accompagnateur, ancien steward pour ceux qui se posent la question de où est-ce que tu viens et qu'aujourd'hui tu bosses avec les entrepreneurs et tout spécialement les entrepreneurs influenceurs. Donc tu as un palmarès assez impressionnant dont Caroline Receveur, Louis Marty de Merci Andy qui sont passés entre tes doigts de mentor accompagnateur du coup. Et du coup, je pense que s'il y a des mots qui définissent un petit peu ton style d'accompagnement, c'est performance, excellence, entrepreneuriat et aller chercher les trucs un petit peu, ça c'était des mots un petit peu plus huge, un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus bold, quitte à faire des anglicismes un peu pendant tout l'épisode. Et tu m'as dit cette phrase aussi que j'avais adorée, c'est les personnes que tu penses qui n'ont pas besoin de coach sont ceux qui bossent avec moi. Donc ça, je me suis dit, ah mais c'est génial. Pour terminer cette petite présentation laser, Roger, est-ce que tu peux me dire une chose que tu aimerais que les gens sachent sur toi et que tu dis pas à tout le monde ? Waouh! Alors, je sais pas si ça se sait, mais en tout cas, j'ai constamment le syndrome de l'imposteur. Et je le cultive et j'ai pas envie qu'il disparaisse. C'est une super boussole pour moi, ce syndrome de l'imposteur. Je dirais pas que je l'ai tous les jours, mais il vient tout le temps me challenger et j'ai souvent voulu le combattre. Et là, je me suis dit que c'était un de mes meilleurs signaux pour progresser. Mais c'est incroyable. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, carrément. Alors, au début du syndrome de l'imposteur, surtout quand j'ai commencé parce que moi, comme tu l'as dit, je viens du monde du salariat, dans les compagnies aériennes. J'ai été steward, chef de cabine, dans une compagnie Transavia pour laquelle j'ai beaucoup d'amour, qui m'a énormément aidé à me stabiliser dans beaucoup de choses dans ma vie. Et en fait, je deviens ce que je suis aujourd'hui, accompagner des entrepreneurs. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, il est quand même monumental au début, parce que j'arrive dans un monde où on parle de marketing, on parle de recrutement, on parle de positionnement, on parle de page de vente, on parle on parle de réseaux sociaux. Et moi, j'arrive là-dedans en me disant, waouh, je ne connais absolument rien du tout. Il y a énormément d'informations à avoir, il y a énormément d'informations à maîtriser. Il y a énormément de gens qui donnent de l'information qu'il faut savoir trier,
l'information, elle est de bonne qualité, ou elle est pas de qualité, ou elle est appropriée à ta niche, ou elle est pas appropriée à ta niche. D'un côté, on te dit qu'il faut faire ça, ça fonctionne, la merveilleuse époque des pages de vente et du copywriting. Et puis d'un seul coup, on te dit il faut faire les réseaux sociaux et qu'il faut être sur Instagram, puis il faut être sur TikTok. Et en fait, quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, oh, Le bordel. mais c'est la merde. Donc, bah, j'ai mon syndrome de l'imposteur, il m'a fait faire aller, il m'a emmené dans des directions sur lesquelles j'étais potentiellement pas du tout doué au début. Comme bah, je me suis renseigné sur le marketing, je me suis renseigné sur tout le milieu entrepreneurial de manière globale, le recrutement. Donc, parce que je voulais plus du tout l'avoir, il m'a forcé à aller être super curieux sur des thématiques, à vouloir aller plus loin sur des thématiques sur lesquelles je ne voulais plus avoir ce sentiment de syndrome de l'imposteur en me disant, bah, en fait, finalement, je suis plus du tout un imposteur. En tout cas, si je suis un imposteur, je suis au même niveau que tout le monde. Donc, ça veut dire que si tout le monde l'est, bah, et que je fais partie de tout le monde, bah, personne n'est imposteur. Donc, je ne le suis plus moi non plus. Donc, ce syndrome, il a été super intéressant pour moi parce qu'il m'a forcé à être curieux et pour ne plus sentir ce sentiment-là, à vouloir devenir meilleur pour apporter de plus en plus de valeur avec les gens avec qui j'allais soit discuter, soit moi apporter de la valeur quand j'allais travailler avec eux. Donc, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un super asset dans la vie d'un entrepreneur. Et je suis très content. Ça nous aide à nous challenger jusqu'au bout. Et je trouve que c'est aussi un bon garde-fou pour ne pas qu'on se Ouais. repose trop sur nos lauriers ou qu'on aille censé challenger le statu quo, hein, au final. Ouais, non, mais syndrome de l'imposteur, je pense que les entrepreneurs, entre guillemets, soit qu'ils l'ont pas ou qu'ils l'ont plus. Moi, c'est un truc que je dis souvent, hein, je fais, si tu l'as plus, potentiellement, soit tu arrives à la fin d'un process en termes de peut-être projet passion, projet love, amour, et qu'en fait, bah, peut-être c'est le moment de toi d'aller sur un autre sujet, un autre segment pour avoir ce sentiment-là. Ou alors, bah, prépare-toi à avoir des résultats qui vont commencer à baisser, du cash qui va beaucoup moins rentrer, on va te challenger, la frustration, la colère. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver quand on l'a plus. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le remarque avec les gens avec qui je bosse. Donc, conclusion et première pépite de cet épisode, c'est normal et c'est plutôt un très très bon signe d'avoir le syndrome de l'imposteur, quoi. Il faut pas chercher à s'en débarrasser. Ouais, moi, c'est un prérequis hein, pour les gens qui bossent avec moi, c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est sur la fiche de Ouais, candidature. franchement, le fait de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, franchement, pour moi, c'est une alerte de. C'est quand même très, très bizarre. Tu sais, il y a une phrase de. Je sais plus qui allait qui disait, tu sais, où il parle du trac. Il dit, ah, moi, j'ai jamais eu le trac ou je sais pas quoi. Et là, je dis plus du tout la ref. Et la personne lui dit, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Et je pense que le syndrome de J'adore. l'imposteur, c'est quasiment la même chose. Je pense que c'est quand tu as véritablement envie de faire quelque chose et que tu es en mesure de l'exploiter au potentiel de ce que ça crée que ouais, effectivement, bah, si t'as pas le syndrome de l'imposteur, t'inquiète pas, ça viendra avec le talent. Ou ça viendrait avec l'expertise, du coup, pour le coup. Exactement. Ça me fait penser à la courbe de Dunning-Kruger, là, tu sais. Généralement, ceux qui n'ont pas le Ouais, syndrome d'imposteur, ils sont tout en haut de la montagne de la exactement. stupidité. Exactement. Ouais. Trop bien. Bon, moi, j'ai l'impression que t'es déjà parti dans notre conversation. Je vais recadrer un petit peu sur le sujet du jour. Sinon, les auditeurs vont se dire, attends, j'ai pas signé pour ça. Donc, comme je disais dans l'introduction, c'est toujours très intéressant de dire aux gens, et c'est un petit peu notre rôle, moi en tant que coach et toi en tant que pas coach. Oups, je l'ai dit 2 fois de plus, tu vois. Mais c'est notre rôle d'aider les gens, de les accompagner, de les mentorer. Mais du coup, c'est aussi très intéressant de dire aux gens ce qu'il faut pas faire plutôt que ce qu'il faut Ouais. faire. Et donc, du coup, ensemble, j'ai adoré préparer cet épisode avec toi. On a défini 5 choses qu'il ne fallait absolument pas faire dans notre business en 2023, mais en fait, de manière générale, sera aussi valable en Ouais. 2030 ou en 2052 quand ce podcast existera dans le métaverse. Est-ce que tu veux commencer avec le premier? Bien sûr. Feu, allons-y. Alors, du coup, la première chose qu'il ne faut absolument pas faire, chers auditeurs et chères auditrices, c'est courir plusieurs lièvres en même temps. Lancer plusieurs projets à la fois ou courir derrière plusieurs stratégies de manière simultanée. Ouais. Et malheureusement, le marketing fait tout pour que ce soit le cas. Tout le monde fait, tout l'écosystème actuellement qu'on a quand on est entrepreneur, en tout cas en plus qu'on soit sur le web ou qu'on soit pas sur le web, il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies, des nouvelles choses qu'on peut tester. Et c'est ultra dopaminergique. Le fait de vouloir aller chercher ce truc en disant, on va possiblement trouver un raccourci beaucoup moins compliqué, avec énormément moins de frustration, avec possiblement quelqu'un qui va vous aider à un endroit où vous êtes compliqué. Et le fait de chercher en tout cas d'avoir plusieurs lièvres en même temps, ça nous donne l'illusion qu'on se rapproche potentiellement de notre résultat, alors qu'en fait, on passe en étant sur plusieurs sujets en même temps, on est juste en train de s'éloigner à la hauteur du nombre de sujets qu'on est en train de traiter pour un seul et unique même objectif.
Petit exemple tout simple, si tu as plusieurs lièvres en même temps, et au lieu sur un sujet particulier, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, regarde le nombre de sujets que tu as qui sont des sujets annexes. Voilà, tu divises par le nombre de sujets que tu traites par ton taux de réussite. Et tu vas voir, ton taux de réussite, il est quasiment, il devient excessivement minime. Si on prend le cas de, bah, je veux me développer sur les réseaux sociaux, puis je veux aller sur LinkedIn, puis je veux aller sur TikTok, puis je veux faire un blog, plus je veux aller faire du podcast, plus je veux aller faire des trucs. Alors qu'en fait, on a développé absolument aucun qui est suffisamment impactant pour avoir des résultats. Bah, en fait, tu viens de diviser tes chances de réussite en étant multifactoriel sur tous tes sujets. Et en fait, bah, il va potentiellement rien se passer. Ou au pire, tu vas diviser ton impact et tes chances de réussite. Je suis très contente et même un peu surprise que tu cites cet exemple-là particulièrement parce que c'est celui que je donne toujours. Je dis à chaque fois, si vous mettez 20% de vos efforts de marketing dans 5 plateformes différentes, donc TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube, quoi ça, bah vous aurez que 20% de résultats sur chacune de ces plateformes. VS, si vous mettez 100% de vos efforts. Et encore. Et encore, t'es gentil. Et encore, je suis gentil. T'es ultra optimiste. T'es ultra optimiste parce que ce qui est intéressant, bah, il y a Gary Vee qui dit qu'il faut être multi-plateforme, il faut être énormément sur tous les sujets. On oublie de dire que Gary Vee et tous ces gens-là, Hormozy, ils ont des équipes, ils font du content. Leur job, c'est faire du content de manière globale. Donc, c'est des créateurs de contenu presque, allez, je dirais pas autant que des entrepreneurs, mais ça, c'est quand même, ils ont une grosse faculté à être un créateur de contenu. Ils ont des équipes, ils savent que leur contenu peut être cyclé, alors que quand on est, entre guillemets, entrepreneur débutant ou qu'on commence à avoir une audience ou à vouloir créer une audience, créer de l'intimité, de l'authenticité, de la connexion, du lien avec son audience, si on est sur plusieurs canaux, surtout que maintenant les canaux sont, en termes d'âge, il commence à y avoir quand même une énorme segmentation avec Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, on est vraiment, il y a vraiment des segments d'âge qui sont totalement approprié. C'est presque, je dirais, alors après, c'est un avis perso, mais ça devient très compliqué de faire du contenu que tu peux absolument recycler partout selon les sujets que tu abordes et selon les plateformes. Avant, c'était peut-être un peu plus facile. Là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Mais en fait, tu rentres dans un mécanisme quand tu es soit tout seul ou très peu accompagné sur la réflexion, où tu es en mode, mais en fait, j'y arriverai jamais, quoi. Je vois même pas la réussite et ce qui était potentiellement une super bonne idée dans l'intention devient un cauchemar de réalisation. Et puis surtout, ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que effectivement, des Hormozy, des Gary Vee, ou même moi aussi, des fois, je me mets un petit peu dans cette case, c'est que notre job aujourd'hui, c'est de créer du contenu. Mais généralement, quand on est entrepreneur et qu'on veut se servir de la création de contenu comme moyen marketing de se faire connaître, 90% de notre temps est quand même censé être avec nos clients parce qu'il faut bien payer les factures à un moment, qu'on n'a pas l'équipe pour déléguer derrière. Et on voit toutes ces personnes en se disant, mais comment ils font pour tout faire? Bah oui, mais eux, 90% de leur temps, c'est de la création de contenu parce que derrière, il y a les systèmes et les équipes et les clients qui font que c'est possible. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est s'éparpiller sur les plateformes, c'est le pire moyen de perdre son temps, son argent et de se décourager, quoi. Et c'est un truc, je pense qu'il y a un rappel intéressant à dire pour les gens, c'est que les gens qui sont aujourd'hui ultra généralistes sur des sujets ont été des ultra spécialistes à un endroit. Et le parcours génial de toutes les personnes dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils ont réussi c'est le départ d'un personal branding, même sur du branding ou quoi que ce soit, ils ont réussi à créer une autorité, une notoriété, une influence sur un segment précis. Et en fait, ce qui est très bizarre, et on peut regarder quasiment tous les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font après? Ils deviennent généralistes. Alors que naturellement, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire au début? Ils veulent être généralistes parce que c'est rassurant d'être généraliste, qu'on trouve à beaucoup de sujets, pour ensuite se spécialiser. Alors qu'en fait, c'est contre-intuitif. C'est ultra contre-intuitif. Et ça fait flipper. D'où le fait que d'avoir plusieurs lièvres en même temps, bah en fait, c'est potentiellement soit plus long à réaliser parce que ça demande du travail et tout, mais au moins on peut capitaliser et dire ça check, ça ne fonctionne pas, je peux passer à un autre sujet. Et pour petit chose qui est les gens oublient très très vite. Donc même si on se trompe et qu'on change de segment, les gens presque le retiendront même pas, quoi. Totalement d'accord avec ça. Donc, première chose, il ne faut surtout pas courir plusieurs lièvres en même temps. Et petite dédicace à toutes mes auditrices et auditeurs qui sont à fond dans le syndrome de l'objet brillant. On arrête ça tout de suite. Ouais, c'est chiant. Ou alors, utilisez-le si vous êtes marketeur pour vendre vos formations. Un bon tips aussi. Le deuxième, qui est quelque chose qui me parle énormément par mon expérience personnelle, c'était il ne faut surtout pas chercher la recette miracle du succès.
quand je me suis lancée, je faisais partie de ces personnes, mais vraiment, je me souviens littéralement très bien de ces moments où j'étais persuadée, mais littéralement persuadée, pas genre en mode j'avais envie de le croire, mais je savais au fond de moi que ça n'existait pas. J'étais persuadée qu'il existait une recette miracle pour se développer en ligne, pour se faire connaître, pour vendre une formation, des choses comme ça, mais vraiment littéralement persuadée. Et j'ai acheté tellement de formations qui disaient grosso modo la même chose, mais pas tout à fait en fait, ou des gens qui se contredisaient, etc., que ça m'a mis, je crois, au moins 2 ans à comprendre qu'en fait, il y avait zéro recette miracle, ou alors, au contraire, qu'il y en avait autant qu'il existait d'entrepreneurs sur la planète, quoi. J'ai énormément eu de mal au début avec ce truc. Je me suis dit, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la réussite des gens. Et je pense que ce qui pose problème, même quand on débute ou quand on est entrepreneur, ou même quand on avance, que plus on avance, plus on se dit, en fait, il y a un certain niveau, il y a certaines choses qu'il faut comprendre, il faut appréhender. On se dit, il y a peut-être un truc qui fonctionne. Bah, quand tu passes de zéro à entrepreneur, il y a des codes de l'entrepreneuriat. Quand tu passes d'entrepreneur à entrepreneur à succès, il y a encore des codes. Quand tu passes d'entrepreneur à succès à je fais de l'investissement, je commence à avoir des boîtes, il y a encore des codes. Toi, du niveau de l'investissement, un truc vachement, il y a encore des codes, en fait. Donc, il y a à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des secrets, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas selon le niveau d'évolution. Moi, au début, ça m'a fait énormément de mal parce que j'avais l'impression de ne pas avoir compris quelque chose que tout le monde avait compris, en tout cas en apparence, et que tout le monde véhicule et continue de véhiculer en disant non mais c'est facile pour tout le monde. Oui mais en fait si j'y suis arrivé vous pouvez y arriver. Comme si la personne avait réussi à trouver un code secret qui fait que la réussite c'est accessible à absolument tout le monde. Et je pense qu'un des plus gros problèmes dans l'entrepreneuriat des entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'on leur pose tellement la question de qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi, ils sont obligés de normaliser quelque chose qui est exceptionnel. Et en fait, en voulant normaliser quelque chose d'exceptionnel, ça donne l'illusion qu'il y a quelque chose qu'on peut faire et qui est reproductible, qu'on peut appliquer à nous-mêmes et qui potentiellement peut fonctionner. Et c'est des concepts qui sont ultra généralistes. La persévérance, le fait de travailler, le fait de comprendre un marché, le fait de proposer de la valeur, c'est toujours les mêmes concepts qui reviennent. Et en fait, c'est ultra spécifique. C'est dû à énormément de sujets de contexte, de timing, de contexte de pays, géopolitique, de fiscalité, de point de vue à titre personnel. Donc en fait, la recette magique à absolument rechercher, c'est celle qui fonctionne pour soi. Et malheureusement, celle-ci, elle n'existe pas tant que tu l'as pas créée. C'est comme le meilleur des gâteaux au chocolat. Ton meilleur des gâteaux au chocolat. Il y a plein de gâteaux au chocolat qui sont merveilleusement délicieux, mais il faut que tu arrives à créer ton gâteau au chocolat. Par contre, tu peux t'inspirer de la réussite des autres. Mais il faut pas tomber dans le biais du survivant de parce que lui, il a fait ça, ceci a fonctionné. Et si je fais la même chose, ça fonctionnera. Parce que malheureusement, il y a tellement d'éléments multifactoriels, autant dans ta vie à titre perso que dans ta vie pro, que même les gens eux-mêmes n'ont même pas réussi à conscientiser en tant qu'entrepreneur, donc ça a été un élément facilitant ou un élément de difficulté, que pour de vrai, la plupart des histoires d'entrepreneurs, elles sont excessivement spécifiques et en même temps très généralistes dans l'explication. Donc, c'est horrible au début quand on cherche une recette. C'est vraiment horrible. Il y a plein de choses qui me donnent envie de rebondir, mais la première, c'est déjà de te dire merci de mettre le doigt là-dessus, parce qu'effectivement, je fais partie des personnes à qui on demande régulièrement qu'est-ce qui a fait que The Bee Boost en est arrivé aussi vite à ce niveau de développement. Je fais partie de ces personnes qui détestent cette question parce que tu as envie de dire mais c'est tout et rien à la fois, qui essayent de généraliser. Mais effectivement, le côté très toxique de généraliser, je me rends compte en t'écoutant, c'est que du coup, bah, tu reviens sur des concepts trop globaux, comme la persévérance, le travail, un peu d'intelligence marketing, etc. Sauf que l'image que ça renvoie en face de la personne qui fait déjà tout ça, parce que c'est évidemment du bon sens, elle se dit, bah, du coup, moi, je ne pourrais jamais réussir parce que je le fais déjà tout ça. Et en fait, on met de côté, comme tu dis, tous tous les facteurs externes qui sont tellement spécifiques, par exemple à moi, où je ne les cite pas, mais qui au final font 90% du fait que ça a fonctionné pour moi. Voilà. Franchement, pour de vrai, si je prends un exemple qui est très perso, je pense que moi, un des basculements de mon personal branding, il se joue à un texte, il se joue à un SMS, il se joue à un texto. On va expliquer à quelqu'un que grosso modo, ton business peut changer sur un texto et tu fais une formation sur comment envoyer des textos à des gens pour travailler avec eux. On va dire c'est irrationnel. Alors qu'en fait, c'est un truc que j'aime bien faire. Hein. Par exemple, faites-le vous tous comme exercice, c'est regardez qu'est-ce qui vous a amené le plus de clients. Genre, mais redescendez très très bas. Genre, par exemple, quelle discussion, si tu fais le feedback de tous tes clients, dire, bon, alors moi, c'est des discussions. Le point global de énormément de choses, c'est des discussions. Je sais quasiment aujourd'hui
la discussion qui a potentiellement changé tout mon business. Je la connais. Et je sais que cet élément-là, c'est cette discussion qui a amené wouah, un Mhm. écosystème de malades. Alors qu'on va dire, non mais Roger, c'est le travail. Ah mais t'as fait une formation, tu t'es formé, tu t'es fait coacher, Ouais, tu mais t'es fait... quelle est l'étincelle qui a allumé le brasier, quoi? Ben, en faisant ce job de... Mhm. Quel est l'élément dans ma vie qui a fait que si ça n'avait pas été là, en fait, tous les résultats que j'ai aujourd'hui potentiellement n'existeraient pas. Ou alors, 90% de C'est mes une trop clients ne seraient bonne pas là. question, ça. Je vais la poser à tous mes invités de podcast. Franchement, c'est une question que je me pose constamment. Genre, je me pose constamment, quelle est la seule chose que tu dois... Et c'est une des raisons pour laquelle je suis pas, par exemple, dans le marketing, que j'ai pas un marketing agressif, ou que je suis pas, pour le moment en tout cas, avec des ads, des trucs comme ça. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un truc giga important que je ne dois jamais arrêter de faire et qui découle à 90%, voire quasiment peut-être même 99% de tous mes résultats, c'est est-ce qu'il y a un élément qui me permet de rassembler tous les résultats que j'ai aujourd'hui? Et moi, c'est une discussion. Et je la connais. Hein. Et je la connais. Et pourtant, aujourd'hui, on bosse pas ensemble, on est amis, on est potes, et elle le sait même pas. Cette personne ne le sait même pas en plus. C'est ça qui est ouf. Mais quand tu fais ce job et que tu regardes ta réussite à toi, bah, si on revient sur le principe de ne pas vouloir chercher une recette miracle, bah, si je dis à tout le monde qu'en fait, bah, une discussion peut tout changer, on va dire, ah, bah, Roger, concept de base, networking. Mais oui, mais en fait, comment je fais pour du networking? Eh ouais, bon, ça y est, on commence à complexifier quelque chose qui était ultra spécifique pour moi. Mhm. Et c'est là où ça casse les bonbons aux entrepreneurs et que c'est ultra dur à conceptualiser et de se dire, pour moi, ça marchera pas. Mais ouais, mais tu le mets dans ta réalité à toi. Moi, dans ma réalité, ça a été facile à faire par rapport à qui je suis. Ça a été excessivement facile à faire. Donc, faut créer sa propre recette. Et ça, c'est un peu dur. Et du coup, ce que ça m'inspire, c'est de se dire, notre mission à tous, et tout particulièrement aux gens qui ont envie de créer cette étincelle qui va tout déclencher avec le ripple effect, c'est de dire comment est-ce que je crée autour de moi l'environnement le plus propice possible pour recevoir ce genre d'étincelle, de discussion, de déclenchement. Enfin, toi, ça a été une discussion, pour d'autres, ce serait un texto, pour d'autres, ce serait une rencontre. Pour moi, ça a été une Complexe. journée à la Chambre des métiers de Paris, genre improbable. Enfin, du Improbable. coup, comment est-ce que dans ma vie, je crée un maximum de contexte pour Le, accueillir ce genre de choses, le, quoi. Je pense que s'il doit y avoir une sorte de framework qui fonctionne bien, qui est tout simple, hein, c'est idée, action, amélioration, nouvelle idée, amélioration, action. Il faut passer du stade du concept à l'action et de l'action au feedback et l'amélioration. Genre, franchement, c'est tellement simple à comprendre. Et je pense que c'est parce que c'est trop simple à comprendre que les Les gens gens, ne le valorisent pas. ils veulent pas l'entendre. Ils disent non, c'est pas possible que ce soit aussi simple. On n'a pas dit que c'était simple à faire. On a dit c'est simple à comprendre. À réaliser, c'est excessivement simple. Et c'est un des trucs que je passe énormément de temps à dire. Si tu n'as pas de résultats sur tes basiques, mais des résultats exceptionnels sur des éléments basiques de ton business, il est potentiellement en danger parce que la complexité va le tuer. Parce qu'en fait, c'est ultra facile de complexifier un business, alors que de le simplifier, d'avoir des résultats sur des éléments excessivement simples, mais d'avoir des discussions, il y a rien de plus simple. Rien de plus simple que ça. Et je ne dirais pas que j'ai des résultats exceptionnels, mais j'arrive à avoir des résultats qui me demandent un minimum d'effort sur un élément excessivement simple que tout le monde peut faire et qui m'apporte peut-être des résultats exceptionnels. Mais en fait, les gens veulent, non, il faut faire une page de vente, non, il faut faire truc, moi, il faut faire ci. Et ils complexifient et ils n'ont pas de résultats. Alors que l'élément simple, c'est j'ai une idée simple à réaliser. En tout cas, qui me semble, je la mets en action et je l'améliore sans la complexifier. Et ça, c'est excessivement facile à comprendre, mais les gens, ils veulent pas. Il faut que ce soit dur. Il faut que ce soit compliqué. Il faut qu'ils aient galéré. Il faut qu'ils aient trouvé un truc miraculeux qui va changer l'écosystème. Ils veulent faire un Google. Ils veulent faire un Tesla. Ils veulent faire un Amazon. Alors que non. Et ça, on veut pas. C'est ultra compliqué. Les hommes, les êtres humains veulent complexifier. Si c'est complexe, ça a de la valeur. Si c'est simple, ça en a pas. Alors c'est l'inverse. Mais justement, du coup, tu nous as un petit peu spoilé. Et en même temps, ça me fait la transition parfaite. Notre troisième point, qui du coup était quatrième et qui passe troisième, je m'adapte, Vas-y. c'est le troisième, il ne faut surtout pas en business, il ne faut surtout pas chercher la complexité. Ouais, il ne faut surtout pas. Ou alors cherchez là et vous embêtez Et pas, cassez-vous la gueule, genre quoi. ça. Ouais, cassez-vous la gueule, complexifiez. Faites-vous un truc avec un statut fiscal, avec un truc sans avoir d'argent. Complexifiez votre business plan en imaginant des trucs à l'international, avec des fiscalités différentes, avec des business différents, avec des clients différents. Allez, complexifier.
Faites-vous un gros kiff grâce à ça, et vous allez voir qu'en fait, il va absolument rien se passer. Alors que de faire quelque chose de simple. Est-ce que mon client idéal, je le connais? Est-ce que je sais qui je sers? Par rapport au client idéal, un truc que la plupart des gens ne disent pas, en tout cas, je l'ai très peu entendu et c'est un sujet que j'aborde énormément avec les gens avec qui je bosse, c'est est-ce que le client idéal que tu as choisi, en restant dans la complexité et dans la simplicité, est-ce que ton client idéal travaille avec ses clients idéaux? C'est un truc que personne ne dit. Parce qu'on se dit, je vais trouver un client idéal, je vais travailler avec celui-ci, mais finalement, le client idéal que j'ai choisi, est-ce que lui bosse avec ses clients idéaux? Parce qu'en fait, ça se trouve, tu rentres dans une complexité de business pour toi en essayant d'apporter une solution de valeur à un marché où la complexité dans laquelle tu vas, elle est excessivement dure. Alors, c'est facile à dire, mais par exemple, si on va cibler, j'en sais rien, les graphistes actuellement, tu peux apporter énormément de valeur pour les graphistes. Par contre, est-ce que les clients idéaux des graphistes actuels, ils sont bien ciblés et tout? La réponse est non. Il y a une révolution qui est en train d'arriver sur le milieu du graphisme et tout actuellement. Cibler ces clients-là, même si ta solution elle a énormément de valeur, mais que eux sont dans des conditions qui sont potentiellement excessivement compliquées de marché, ta solution elle est pas bonne, en tout cas elle est pas au bon endroit. Donc déjà dans cette faculté à vouloir se dire simplifier, est-ce que je maîtrise mon client idéal? Est-ce que mon client idéal sur des conditions de marché, il est sur un bon marché, tu vois, genre est-ce que c'est prospère dans la bonne industrie, dans le bon truc? C'est des questions toutes simples, hein. C'est des questions excessivement basiques. Mais si tu les bosses pas et que tu les prends pas en considération, tu vas te dire non mais je vais bosser avec lui parce que ma solution elle a énormément de valeur pour ce sujet-là, à particulier de cette manière-là. Non, non, non. Et en fait tu te trouves dans un truc qui n'a absolument ni queue ni tête et qui ne ressemble à rien et qui en plus de ça n'est pas valorisé vis-à-vis des gens que t'as ciblés et en plus en fait t'as perdu énormément de temps. Donc je sais pas si ça répond un peu. Je suis parti un peu sur le client idéal, je suis un peu parti un peu à droite à gauche, mais sur l'aspect de complexité, par exemple, cet aspect-là, se dire pop, 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 est-ce que ça c'est maîtrisé ou pas? Et la plupart du temps, la réponse est non, pour de vrai. Il y a beaucoup cette notion de maîtrise, surtout avec la simplicité et la complexité. C'est que la simplicité, tu la maîtrises et que c'est beaucoup plus facilement scalable à long terme. Quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose que tu maîtrises pas ou peu. Et surtout qui va être très compliqué à dupliquer à grande échelle. J'ai juste envie de revenir sur le coup du est-ce que mes clients idéaux ont des clients idéaux? Est-ce que c'est par rapport, parce que j'essaie que du coup, je sais ce qu'est en train de penser l'audience, est-ce que c'est par rapport au fait que si mon client idéal ne bosse pas avec ses propres clients idéaux, ça veut dire que entre guillemets, son business ne va pas bien, ou il aura peut-être pas les moyens financiers, ou ni même l'énergie et l'envie de bosser avec moi. Est-ce que c'est ça le point? En fait, ce qui est intéressant dans le fait de vouloir essayer de complexifier, en tout cas de créer une situation qui est simple, c'est de se dire, je sais que ce que j'apporte dans un marché va avoir de la valeur et que cette valeur que l'entreprise va retirer de ma proposition va impacter son marché derrière. Donc, c'est-à-dire que cette personne va devenir meilleure dans sa faculté à proposer quelque chose. Mais si elle, aujourd'hui, elle bosse pas avec des gens qui sont potentiellement ses clients idéaux et qui vont lui apporter de la valeur et qui vont faire grandir un peu cette chaîne alimentaire ou en tout cas ce cercle, cette spirale d'apport de value, en fait, tu proposes quelque chose qui a vocation à mourir et excessivement vite. Et ça, on n'en parle jamais. Non, c'est la première fois que je l'entends, c'est pour ça que je me permettais de rebondir dessus. Ouais. On n'entend jamais, on dit, mais en fait, est-ce que je maîtrise l'écosystème dans lequel je vais? En fait, est-ce que dans la compréhension de ma proposition, je connais l'enjeu de ce que je propose comme valeur et quel impact ça va avoir sur les clients que mes clients servent. Encore une fois, c'est ultra simple. C'est un concept. On a juste fait 1, 2, hop. Ça, c'est un truc qui est un peu genre trop. On a fait 1, 2, 3. Putain, t'imagines que si tu apportes de la valeur à ton client et que grâce à toi, ton client, il apporte de la valeur à ses propres clients, là, tu crées un truc qui a vocation à devenir prospère, apporter de la valeur. Et en plus de ça, tu comprends, grosso modo, au moins sur un cercle, tu comprends ton cercle, tu comprends le cercle de ton client et tu comprends le cercle du client de ton client, tu vois. Waouh! Genre, en termes d'apport de valeur et en termes de simplicité, genre, c'est accessible à absolument tout le monde. Pourquoi? C'est que de la discussion. Et on est d'accord du coup que ça, c'est pas applicable aux gens qui bossent avec des particuliers. Par exemple, une femme entrepreneur qui crée, je sais pas moi, qui crée des doudous pour les enfants, les trucs comme ça, elle va pas se dire quels sont les clients idéaux des mamans qui achètent mes doudous. Si les mamans, c'est juste des particuliers, des choses comme ça. Si, en fait, tu peux quasiment le faire. Genre, le client idéal de cette maman qui achète des doudous. Alors, en fait, il me faudrait plus d'éléments là, mais j'essaie de voir le client. Enfin, c'est quid des gens qui nous écoutent,
qui, eux, vendent à des particuliers et qui se disent, mais attends, moi je vends à des particuliers, mais les particuliers, ils n'ont pas de clients idéaux, eux. Dans ce qu'il faut comprendre dans ce concept-là, par exemple, sur un truc un peu plus perso, c'est de savoir l'apport de valeur que ça apporte au-delà de la solution que nous, on propose. Qu'est-ce que ça génère derrière comme effet sur la personne avec qui on l'a fait? Si on prend l'exemple de la perte de poids, je vends des aliments qui vont te permettre d'être bien dans ta peau. Tu vas les consommer parce que tu vas être bien dans ta peau. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir bien, tu vas être plus agréable dans ta vie de famille, tu vas te sentir mieux, tu vas être plus confiant. Donc en fait, tu connais le dommage collatéral que ton produit et ton service fait. C'est vraiment le ripple effect que la personne pourra avoir dans son entourage pro ou perso. Exactement. D'ailleurs. Les entrepreneurs sont beaucoup trop en train de se regarder le nombril pour aller jusque-là. Et ceux qui arrivent à le faire sont ceux qui gagnent. Genre, c'est ceux qui vont au-delà de ma solution, elle apporte de la valeur, ma solution, elle est trop bien. En fait, je comprends pas pourquoi les autres, ils font des trucs et c'est complètement nul. Ah, voilà. Parce qu'en en fait, eux, ils sont allés chercher l'élément d'après. Tu vois, l'élément qui apporte le plus de compréhension, le plus de valeur, une meilleure compréhension de cet effet de cet effet de feedback, dans quoi ça s'installe dans la durée quand on utilise leurs propositions. Et pour de vrai, la plupart des gens qui en plus réussissent sont pas forcément meilleurs. C'est juste qu'ils ont mieux compris l'environnement de manière plus large, dans une grande majorité. Totalement d'accord. Donc le fameux 1 plus 2 plus 3. Et merci d'avoir explicité ça parce que c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci. Merci de m'avoir posé la question parce que je pense que j'aurais pas mieux expliqué si tu m'avais pas posé la question de l'expliquer mieux que ça. Mais parce que je connais tellement bien nos auditeurs que je sais qu'il y en avait certains qui étaient en train de dire attends, j'ai pas compris, j'espère qu'Aline va lui poser la question. Ok, donc on arrive à notre 4e point qu'il ne faut surtout pas faire quand on veut développer son business. Il ne faut surtout pas se comparer aux autres. Ouais. Alors c'est très ça semble dur. évident, dit comme ça. Et malheureusement, je pense que il faut pas le faire. En fait, il faut le faire avec parcimonie et faut prendre de l'information et après tout couper. Genre vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que je peux proposer comme solution? Parce que il faut comprendre le marché dans lequel on a parlé, hein, comprendre le marché, comprendre les choses, où est-ce que les gens mettent de la valeur et tout. Donc, soit tu le fais en discutant énormément potentiellement avec des clients, des prospects, pour avoir énormément de feedback par rapport à ça. Mais on a tous compris que parfois les feedbacks clients, c'était un peu, fallait pas forcément tout prendre. Hein. L'exemple magique l'iPhone, on te montre un iPhone et on te dit combien tu es prêt à payer ça. Jamais de la vie, tu dis je suis prêt à payer ça 2000 euros, quoi. Jamais de la vie. Pourtant, tout le monde se l'arrache. Tout le monde se l'arrache à 2000 euros. C'est clair. Donc, c'est un des facteurs qu'il faut comprendre, c'est que les feedbacks clients sont ultra intéressants, mais que potentiellement, on peut pas non plus 100% faire confiance à ce type de truc. Un autre point qu'on peut faire, c'est regarder ce que fait la concurrence. En tout cas, potentiellement des gens qui sont sur le même segment, sachant que la concurrence est un concept. Se dire, OK, qu'est-ce que les potentielles personnes qui sont sur le même segment que moi proposent, dans lequel je peux soit moi apporter de la valeur, soit aller plus loin dans l'apport de valeur, soit aller sur un truc ultra niché qui va faire que j'aurai zéro concurrent parce que c'est tellement spécifique. Je prends le cas de la nutrition des sportifs de combat pour être au poids le jour du combat. C'est un concept ultra simple d'alimentation. Genre, on est tous matraqués par de l'alimentation sur comment faire attention, mieux manger, il y a une personne qui a pris un segment qui s'appelle le cutting. Comment faire du cutting quand tu es un sportif de haut niveau qui fait du MMA pour arriver au poids au moment de ta compétition. C'est un sujet douloureux, spécifique. S'il le loupe, pas de combat et il perd de l'argent. C'est un sujet ultra spécifique. Donc ça veut dire que quand tu observes tes concurrents, tu te dis non mais putain, mais en fait, mais comment cette personne elle a fait pour être sur ce ciblage-là si malheureusement tu comprends pas le marché. D'où le fait qu'il faut comprendre le marché, il faut comprendre, pas se comparer. Donc c'est ce qu'il faudrait dire, c'est ne te compare pas, mais regarde où est-ce que toi tu peux apporter de la valeur sans te comparer. Et ça c'est dur. Ça c'est dur parce que ça ramène à de l'estime de soi. Exactement. En fait, je sais pas si je pourrais apporter autant de valeur que lui sur le même sujet. Alors que la question elle est pas là. C'est qu'est-ce que moi je peux apporter comme valeur qui est facile à faire pour moi sur un sujet précis, peut-être sur une nuance, parce que parfois ça se joue à des nuances, hein, on voit sur l'exemple de la nutrition, du cutting, pour arriver au poids au moment du combat, genre c'est ultra spécifique, il y a 2 ans en arrière, jamais personne n'aurait cru que c'était un principe, un segment business, ne serait-ce que marketing. Aujourd'hui, c'est une niche, c'est une très belle niche, par exemple, dans l'alimentation, c'est de se dire, mais comment moi je peux faire la même chose
dans mon industrie. Est-ce qu'il y a un sujet particulier dans lequel je peux me positionner, qui est ultra facile à faire à moi, que je maîtrise à la perfection et qui en plus me fait arriver sur un segment où je suis tout seul, il n'y a personne qui en parle, ou très peu de gens qui en parlent de la manière dont moi je le fais, d'arriver à trouver son avantage compétitif ultra difficile à copier pour les autres. Et ça, ce n'est que personnel. Malheureusement, encore une fois, ça n'est que personnel. Avantage compétitif, difficile à copier. Et ça Tu veux pourrait dire être quoi, par exemple? Ça pourrait être la personnalité, ça pourrait être une expertise hyper pointue dans un domaine. Est-ce que tu as des exemples concrets? Ouais, les compétences à titre particulier. Genre, tu as une compétence particulière sur un segment particulier, sur un problème particulier, dans une thématique particulière. On va dire, j'en sais rien, on va prendre les intolérants au lactose. T'as une problématique t'as un blog qui est totalement dédié sur les gens qui sont intolérants au lactose, mais qui veulent vivre normalement en Europe, plus particulièrement, je dis n'importe quoi, en Bourgogne. Pays de En la Bourgogne, fondue bourguignonne. de la produit bourguignonne. Donc, est-ce que la niche est intéressante? Peut-être pas. Mais par contre, là, sur ce sujet-là, en tout cas dans ta niche à titre spécifique, si tu l'as bien ciblé, le but c'est pas de faire n'importe quoi, là j'ai dit n'importe quoi pour que les gens puissent comprendre, c'est de se dire, ben là quand j'ai ciblé ça, t'es potentiellement le seul ou la seule à parler d'un sujet qui a une énorme douleur. Donc sur la compétence, il y a le réseau qui peut faire un potentiel différence sur, bah, tu as un certain type de personnes avec qui tu collabores, qui eux-mêmes ont une expertise, qui font, bah, il y a un truc qui s'appelle, il y a Julia et Julie, où même vous avez fait un truc où vous êtes toutes ressemblées ensemble. Il y a des compétences spécifiques sur un marché spécifique, un peu freelance entrepreneur. En fait, vous êtes sur un segment de marché qui est en même temps excessivement large, mais qui est en même temps ultra spécifique. On vous suit pour des raisons extrêmement personnelles, mais vous avez réussi à créer un réseau tous ensemble sur certains sujets. Vous avez réussi à vous rassembler sur des sujets qui se ressemblent, mais qui ont des personnalités et des compétences totalement personnelles. Et ça fonctionne quand même tout en conservant avoir vos expertises. Donc, c'est que on peut mettre de la compétence et du network. Et le troisième, attends, je m'étais noté un truc. Ah, l'authenticité. Troisième, authenticité. Et ça, c'est un des facteurs qui fait flipper. Parce que être authentique, il n'y a pas de recette pour être authentique. Oui, ça veut dire être vulnérable aussi. Bah, ça veut dire être vulnérable et surtout, ça veut dire être authentique, ça, déjà par l'injonction soit authentique. Putain, bordel, genre. Moi, je suis authentique quand je vais chercher mes enfants à l'école. Je suis authentique quand je suis avec ma femme dans le canapé en train de discuter. Je suis authentique avec mes frères quand on discute. Je suis authentique avec mes potes quand on boit des coups et qu'on vanne des gens dans la rue. En fait, je suis constamment authentique. Là, il faut que je trouve un authentique qui soit validé par tout le monde. Putain, un concept ultra compliqué quand même. Ultra compliqué d'être authentique en fait. C'est un concept qu'on veut globaliser, qui est ultra spécifique au contexte dans lequel on se situe. Donc en fait, pour de vrai, t'es pas authentique. Donc le but, c'est de trouver une authenticité dans laquelle tu te sens bien et que tu vas pouvoir continuer de diffuser. C'est pour ça que c'est aussi dur. J'aime bien la nuance. C'est excessivement compliqué. Donc les gens ils disent ouais, mais je suis pas que ça. Ben ouais, mais bonne nouvelle. Ton authenticité, t'as le droit de ne pas choisir dans ton authenticité. Et c'est une des raisons pour laquelle les entrepreneurs qui sont dans les milieux de l'influence ont des peurs qui sont oufissimes sur si je change de créneau, je vais perdre mon audience. Parce que changer d'audience, ce qui a changé de communauté veut dire bah, je perds quelque chose où on ne me reconnaît plus comme étant quelqu'un de valeur ou qui valorise quelque chose. Donc je perds mon effet de reconnaissance, d'ego, de tout ce que tu veux. Et ça fait ultra flipper. Et ça fait ultra flipper de vouloir le mettre en avant parce que qu'est-ce qui peut se passer? On peut être rejeté en montrant qui on est. C'est ultra dur. Et c'est pour ça que les gens galèrent hein, et que les gens ont énormément de mal cet aspect-là et que le fait de travailler avec quelqu'un à titre personnel, ça fait faire des bons de malades sur cet aspect-là. Et toi, tu dirais que toi, personnellement, c'est quoi ton avantage concurrentiel ultra difficile à copier? Je me suis basé que sur les résultats des gens avec qui je bosse. Aujourd'hui, si les gens avec qui j'avais bossé, on n'avait eu aucun résultat, j'existerais pas. J'ai misé que sur les résultats, sur la compétence à apporter de la valeur et à apporter des résultats. J'ai misé tout là-dessus. Genre, je l'ai presque un peu fait intuitivement parce que je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, dans le milieu de l'accompagnement, il y avait énormément de gens qui parlaient énormément de choses. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et je m'étais renseigné, en fait, je voyais personne qui disait, en fait, ils disaient tous qu'ils travaillaient avec des gens exceptionnels, mais ces gens-là, tu savais jamais qui c'était. Et les gens faisaient des interviews, mais tu voyais jamais les gens avec qui ils bossaient. Moi, j'ai dit, nique sa mère. Moi, je vais faire un truc tout simple.
Je vais faire un truc, c'est je vais bosser avec les gens, et si les gens ont des résultats, ça se sera. Et qui est potentiellement une très mauvaise idée, hein, pour de vrai. Mais j'ai fait OK, allons là-dessus. Et j'ai dit, si ça fonctionne, et donc aujourd'hui, pour essayer d'aller sur mon segment à moi d'entrepreneur avec certains types de résultats que potentiellement je peux pas dire en plus, mais qui pour de vrai, ça fait un peu le mec se kiffe. Euh, il y a des résultats dans le monde francophone aujourd'hui, des gens avec d'entrepreneurs avec qui j'ai eu en très peu de temps en France, pour de vrai, sur des vrais résultats, j'en connais pas. Qui ont des résultats à plusieurs centaines de millions d'euros en moins de 6 mois, j'en connais pas, par exemple. Et ça ne se saura pas. Et on ne saura pas qui sont ces gens, par exemple. Donc moi, j'ai misé que sur les résultats, uniquement les résultats. Donc ça veut dire que si les résultats sont bons et que les gens avec qui je travaille continuent à plébisciter mon travail, en tout cas à dire putain, bosser avec Roger, euh, mec, genre ça vaut largement le coup. Mais en fait, pour de vrai, j'ai pas besoin de marketing, j'ai pas besoin de vendre mes produits entre guillemets, et que normalement le bouche à oreille à lui-même fonctionne. Donc avantage concurrentiel, tu peux pas me copier. Et ce qui est horrible avec moi pour mes concurrents, c'est que j'ai pas de formation, je fais pas de marketing, je fais pas d'ads, tu peux pas copier mes créatives, tu peux pas copier mon positionnement. Je travaille qu'en individuel, tu ne sais pas ce que je fais avec les gens avec qui je travaille. On ne sait pas avec qui tu travailles aussi, donc ouais. Et on sait pas, ça commence à se savoir sur deux, trois aspects, mais et ce que je fais avec les gens est ultra personnalisé. Donc, c'est-à-dire que certaines personnes, on va faire du personal branding et du marketing, et d'autres, on va faire d'autres sujets. Et c'est ça qui est horrible, je pense, pour les gens qui aimeraient un peu faire comme moi, c'est quand même, en fait, on sait pas ce qu'il fait, Roger. On sait pas ce qu'il fait pour de vrai. On sait pas. Et c'est mon avantage compétitif incopiable, c'est que tu peux difficilement copier ce que je fais parce qu'on sait pas ce que je fais pour de vrai. Et je trouve que ça, c'est une très bonne question à se poser pour tous nos auditeurs, c'est de se demander aujourd'hui quel est mon avantage concurrentiel qui est hyper compliqué, voire même impossible à copier. Et je suis persuadée qu'on en a tous un. Tous. Avantage compétitif rare et difficile à copier. C'est le et c'est un truc qui généralement est ultra personnel, hein. Par exemple, moi, ça a été c'est basé sur un truc que je l'ai pas appris. Genre, c'est le fait d'être sur ce segment-là. Pour moi, ça a été très très simple à faire. J'ai je fais vas-y, bon, vas-y, on mise tout là-dessus. C'est simple. Pour moi, c'est simple à faire. Alors que le marketing, les pages de vente, le copywriting, les ads, tous les trucs comme ça, ça me demandait un maximum d'énergie. Je fais non, 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 non. Mhm. Donc, je vais rester focalisé que sur ce qui apporte véritablement de la valeur. C'est apporter des résultats aux gens avec qui je bosse par rapport à ce qu'on va créer ensemble. Et je mise tout là-dessus. Ça aurait pu ne pas marcher, hein, pour de vrai. Ça aurait pu ne pas marcher. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est mon avantage compétitif rare et compliqué et à aller chercher. Trop cool. Merci de donner aussi les exemples personnels parce que je pense que ça aide. Enfin, moi, ça m'aide et puis je pense que ça aidera aussi les auditeurs à voir un petit peu plus concrètement comment est-ce que ça peut se symboliser ou se trouver, quoi. Ouais. Et intéressant de dire, c'est que c'est parce que j'ai ça aujourd'hui que je ne changerai pas, hein. Genre, Mm-mm. il est possible que je change cet avantage à un moment ou à un autre sur un autre avantage. Je m'autorise toujours à changer d'endroit quand je vois que bah, le cycle est passé, par exemple. Donc ça aussi, c'est super important de se dire, Oui, c'est pas c'est parce gravé que dans la roche, quoi. c'est pas gravé dans la roche. Faites-vous ce cadeau-là. Utilisez-le, exploitez-le à fond, mais faites pas les personnes en disant non, non, j'ai toujours fonctionné comme ça, oh, j'ai toujours fait comme ça. Non, ça, pour le coup, c'est une très mauvaise idée. On arrive au 5e et dernier, il ne faut surtout pas. Et je l'aime beaucoup celui-là parce qu'en plus, il est hyper concret. Là, on était un petit peu plus dans du mindset ou des approches très globales juste avant. Là, on est plus dans le concret. Hâte de t'entendre là-dessus. C'est pour développer un business qui cartonne, il ne faut surtout pas, 3 petits points, ... recruter quelqu'un pour résoudre un problème interne. Ah ouais. Alors là, c'est le truc le plus contre-intuitif du monde, quoi. Alors, ce qui est très bien, parce que alors c'est exactement, il faut pas recruter quelqu'un quand tu as une problématique. Et moi, le truc que j'ai fait rapidement rentrant dans l'entrepreneuriat et que j'ai toujours gardé en tête, qui était aussi un peu contre-intuitif au début, c'était bizarre, c'est de recruter avant d'en avoir besoin. Et moi, j'ai tout de suite, je me suis toujours dit, je me suis tout de suite dit, je me dis, mec, tu vas avoir besoin un moment de trucs parce qu'il y a plein de trucs que t'aimes pas et il y a plein de trucs que je déteste faire et que j'adore déléguer. Mais il y a plein de trucs que je savais pas comment déléguer. Je me suis dit, mec, c'est simple, vas-y, paye le prix maintenant, délègue sur des trucs à la con rapide que t'en as pas vraiment besoin, il n'y a pas vraiment d'impact à le faire, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Si tu te loupes, au pire, tu as perdu de l'argent et du temps et de l'énergie. Un minimum, fais-le maintenant, avant d'en avoir besoin, véritablement. Parce qu'en fait, déjà, tu vas devenir meilleur en le faisant. Tu vas comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai commencé en prenant, c'était sur 5euros.com à l'époque, qui fonctionne toujours très bien, je crois. 5euros.com,
C'était un site sur lequel tu pouvais prendre des gens sur des prestats un peu à la con, sur des trucs. J'ai fait, allez, je vais payer. Bon, ça coûte plus que 5 euros. Hein. Le marketing en parlant, le truc est très bien chiadé. Et en fait, tu commences à déléguer deux, trois petits trucs. Et pour que quand au moment où tu en as besoin et que tu te dis, là, j'ai besoin vraiment de me développer. Là, j'ai besoin de quelqu'un. En fait, si tu recrutes au moment où tu en as véritablement besoin, la personne, quand tu la recrutes, tu lui mets une pression, mais qui est horrible. Horrible. Pourquoi? Parce que quelqu'un que tu recrutes, la data que j'utilise avec les gens avec qui je bosse, c'est entre 3 et 6 mois pour qu'elle soit performante. En sachant que entre 0 et 3 mois, tu dois avoir une accessibilité avec elle et une proximité qui lui permettent de faire que la maîtrise de son poste le fasse qu'elle te facilite la vie. Donc, tu dois d'abord lui faciliter la vie à cette personne pour ensuite qu'elle te facilite la vie. Sauf que si tu arrives en te disant, cette personne, quand je vais la recruter, on peut qu'elle ait bien négocié son salaire ou qu'elle ait bien négocié sa prestation en disant, oh, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça, là, là, je vais régler tes problèmes. Pour de vrai, il y a une période d'inertie de minimum 4 semaines pour qu'elle comprenne le concept, qu'elle comprenne ton entreprise, là, 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 là. Et si c'est un truc spécifique, beaucoup plus spécifique sur une assistante ou, j'en sais rien, quelqu'un dans l'organisation structurelle, franchement, si au bout de 3 mois, la personne, elle arrive à te changer la vie dans ton business, à t'apporter de la valeur, à te faire gagner du temps, faire gagner de l'argent, c'est un archi bon recrutement. Généralement, faut compter entre 3 et 6 mois quand tu as quelqu'un qui soit, pour que tu dis, c'est bon, elle maîtrise, je peux lui filer les clés, blablabla, je suis dans les bonnes conditions. Et dans des cas ultra spécifiques, très techniques, ça peut durer jusqu'à 1 an pour que la personne soit opérationnelle. Donc, si tu arrives en disant, je veux que cette personne elle règle mon problème à la hauteur où c'est compliqué pour moi, à la difficulté que ça a dans mon business, et quand, mais en fait, ton recrutement, forcément, il est loupé. Genre, c'est certain que tu as loupé ton recrutement. Et pire encore, tu vas te faire croire que tu dois tout faire tout seul. Tout ce que tu fais, c'est indélégable. Et ça, pour de vrai, c'est totalement faux. Totalement, totalement. Faut juste le faire avant que ce soit un problème ultra compliqué. C'est comme le dentiste. T'as le choix. T'y vas avant d'avoir mal ou t'y vas pendant que t'as mal. Sauf qu'au moment où t'as mal, bah, il peut te donner 3 jours avant d'avoir un rendez-vous. Et quand il arrivera, il va te dire, ah, monsieur ou madame, on peut pas faire ça, on va vous soulager, faut revenir dans une semaine. Oh là là, et truc. Et en fait, tu rentres dans un process qui va durer excessivement long, et là, le temps va te paraître excessivement long, dur, compliqué. Tu vas dire, en fait, c'est nul. Et tu es dans une situation qui est trop compliquée, parce que là, ça ajoute à ça la complexité de ton business. Donc, en fait, quelque chose que tu imaginais plus simple parce que tu veux venir quelqu'un devient forcément plus complexe. Et ça, on le sous-estime la plupart des gens. Le fait d'embaucher quelqu'un complexifie ton business. Il faut gérer cette nouvelle complexité. Donc, c'est-à-dire que déjà, l'intention, elle est pas vraiment vraie. Ça va pas simplifier les choses. Ça va les complexifier au moins les 3 premiers mois. Minimum. Et après, ça va les faciliter. Mais si tu es là pour recruter, si tu recrutes quelqu'un pour régler un problème qui dans l'urgence, entre guillemets, ben, genre, tu vas perdre beaucoup de choses, du temps, de l'argent, de l'énergie. Quoi. Totalement d'accord. Et on voit tellement d'entrepreneurs qui font cette connerie. Et pour moi, il y avait aussi un deuxième niveau de lecture quand on dit il faut surtout pas recruter quelqu'un pour résoudre un problème en interne. C'est qu'au bout d'un moment, et je crois que c'était une entrepreneuse américaine que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vanessa Lowe, qui parlait beaucoup d'avoir fait cette connerie-là, de dire il y avait des soucis dans mon business de bénéfices, de marge, de lancement, etc. Et elle disait j'ai payé des dizaines de milliers de dollars des experts, des spécialistes, des consultants pour venir regarder ce qui se passait dans le business, proposer des solutions et tout. Elle m'a dit en fait c'était que de la merde parce que la personne qui connaissait le mieux le business, c'était moi. Et en fait, finalement, c'est moi qui ai trouvé les solutions plutôt que de payer le spécialiste entre tous les spécialistes pour venir résoudre un problème qu'au final, c'était à moi de gérer, quoi. J'ai un cas j'ai eu un cas hier. C'est exactement ça. La personne pense que parce qu'elle a payé une certaine prestation sur un sujet particulier très spécifique, s'imagine que la personne va régler son problème, qui est excessivement douloureux. Alors que pas du tout. Mais c'est impossible. Genre, vraiment, genre, juste comme ça, tout le monde peut le comprendre. Dis-toi que la personne qui est là, qui va t'aider à résoudre cette problématique, elle est là pour t'aider à résoudre une problématique. Elle n'est pas là pour résoudre ta problématique dans l'entièreté. Et toi, tu la regardes en disant, waouh, ce que tu as fait, c'est génial. Putain, heureusement que tu étais là. Ça s'appelle un associé, sinon. D'accord? Donc, donnez-lui des parts de votre boîte. Donnez-lui de l'argent. Faites-la intégrer dans votre entreprise. Faites-la intervenir à tous les niveaux de votre entreprise et donnez-lui la hauteur, la rémunération
en adéquation par rapport au problème qu'elle résout. Donc ça veut dire que si cette personne, elle est juste là pour t'apporter, entre guillemets, un problème très spécifique qui est douloureux pour toi, mais que tu n'as jamais réussi à résoudre, et pire encore, tu ne veux pas bosser le sujet et tu es prêt à payer pour que ce sujet disparaisse et que tu veux pas travailler, j'ai le cas hier, j'ai un cas hier, et exactement celui-ci. Et cette personne va vivre une période très compliquée, très très compliquée. On lui souhaite tout le meilleur, on lui envoie plein de bonnes ondes. Moi, non, je pense qu'il faut lui souhaiter faut qu'elle aille encore plus bas à cette personne pour se rendre compte à quel point le fait de vouloir esquiver un sujet est plus douloureux que de vouloir le régler. Ah, c'est fort ça. C'est sur l'instant, c'est comme les impôts, tu vois. Les impôts, c'est Faut pas les ignorer. tu t'es en mode genre je paierai le jour. Alors qu'en fait, bah, tu vas oublier peut-être. Tu vas te manger la truc de 20% et en fait la douloureuse va être beaucoup plus impactant et en fait tu auras perdu beaucoup plus d'attente, de temps, d'argent, d'énergie, de ce que tu veux. En fait, alors que si tu l'avais fait direct, c'est pour ça que j'ai une assistante et jamais de ma vie je n'aurai plus d'assistante de ma vie. C'est la vie d'avoir une assistante. Prenez tous des assistants ou des assistantes, c'est génial. Parce qu'en fait ça c'est géré. T'es payé, tout est réglé, tout est à jour, tout est bien et tu te poses plus la question et tu as un espace mental qui est juste génial. Donc le fait de ne pas vouloir régler véritablement le problème est plus douloureux sur le long terme que de le régler dans l'instantanéité, en tout cas le plus rapidement possible. Trop bien. Bah écoute, que tu aies pu un petit peu expliciter là-dessus et puis surtout que nos avis se rejoignent aussi. Ok. Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu vois encore des choses à rajouter? Non, je pense que c'était trop bien. C'était un super bon moment. Je pense qu'on aurait pu faire un podcast très long. On aurait pu faire un podcast très long. C'est même sûr, là j'ai dépassé ma durée réglementaire habituelle, mais avec beaucoup de plaisir. J'ai même pas fait attention. Ok. Je pense que c'était trop bien. C'était trop bien de discuter avec toi et d'échanger avec toi sur ce sujet-là. J'ai adoré. S'il y a des personnes qui ont adoré, enfin moi je sais que je suis complètement fan de ton style hyper nature, peinture, il y a des gros mots comme je peux le dire aussi de temps en temps, etc. On n'est pas trop regardé, tu vois, on dit vraiment les choses en mode quand quelqu'un fait la merde, on dit tu fais de la merde, n'essaye pas de retourner le truc, blablabla, tu vois, on dit les choses telles qu'elles sont. Donc ça me plaît beaucoup. S'il y a des gens qui ont aussi adoré cet aspect-là, qui ont envie de te contacter, d'en savoir plus sur toi, sur tes services, etc. Quel est le meilleur moyen aujourd'hui pour entrer en contact avec toi ou avec ton assistante du coup? Alors, ce sera sur Insta aujourd'hui en grande majorité. La discussion commence toujours via Instagram. Après, il y a potentiellement, si les gens veulent avoir des renseignements, des choses comme ça, il y a un petit questionnaire dans mon lien Linktree. Je suis pas très assidu sur cette partie-là, mais pour 2023, c'est ma résolution. Je répondrai à toutes les personnes qui vont me contacter parce que c'est pas jusqu'à présent, c'était vu que je travaille beaucoup à la recommandation, j'avais quasiment pas besoin, mais là je me dis, je vais essayer de balancer beaucoup plus de valeur à toutes les personnes qui me contactent. Donc, c'est une bonne occasion pour dire si vous voulez plus de renseignements, en tout cas, sachez que vous aurez une réponse, quoi qu'il arrive, cette année. Attention, je prends l'engagement public, moi. Cet épisode sort en 2023. Donc, vous avez le droit, chers auditeurs et chères auditrices, s'il ne vous répond pas, vous me contactez en me disant il m'a pas répondu et je me charge d'aller lui régler ses affaires. Exact. Voilà. Donc, je balancerai ce podcast à mon assistante, comme ça. Non, là, cette année, en 2023, ça fait deux ans, j'ai du mal à répondre à tous les messages. Et en tout cas, pour les gens qui veulent bosser avec moi, c'est très compliqué. Pour 2023, quoi qu'il arrive, je répondrai à tout le monde. En tout cas, j'essaierai d'apporter un maximum de valeur sur cet aspect-là. Résolution pour 2023, c'est de répondre le plus possible, en tout cas, sur les aspects mail, réponse à titre perso, donc Instagram, de manière globale. Et tiens, un truc auquel j'ai pas pensé, mais j'ai envie d'y penser là. On est en train de développer un truc qui s'appelle HVE Media, où si vous êtes créateur de contenu, pour le coup, on donne l'opportunité aux gens de venir balancer du contenu sur HVE Media en vidéo. C'est un truc que je trouvais cool parce que moi, quand j'étais créateur de contenu, c'est pas ma tasse de thé, la création de contenu. Il y a beaucoup de gens qui sont brillants, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'audience. Bah, nous, on propose aux gens de devenir reporter pour HVE Media. Ils ont juste à faire du contenu. Nous, on le balance. On trouve qu'il est quali. S'il est quali, ça leur coûte rien et ça fait du content sur lequel ils peuvent balancer. Donc, si ça les intéresse. C'est juste en kiff. Il n'y a rien derrière, probablement parler. Mais si ça peut les intéresser, n'hésite pas à aller faire un tour sur HVE Media. Je mettrai le lien dans la description, trop bien. Avec le lien ton Instagram aussi, bien sûr. Roger, c'était un vrai plaisir cet échange. Merci pour ça, merci pour tous tes conseils et ton authenticité, tu vois, on en parlait. Avec plaisir, c'était trop cool, j'ai adoré. Et ravi que l'expérience t'ait plu aussi et puis à très vite, j'espère. À très vite, merci Aline. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Personnellement, j'en retiens 2 pépites. Alors évidemment, tout l'épisode était passionnant, mais j'ai 2 choses qui me restent en tête et j'ai même pris des notes pendant mon échange avec Roger. Le premier, c'est le fait que généralement, c'est un petit élément
qui va absolument tout déclencher dans la réussite d'un entrepreneur et qu'en fait, si on tire un petit peu le fil de la pelote, on en revient à cet événement-là qui peut être, comme l'a si bien dit Roger, une discussion, un SMS, un conseil, une rencontre, qui est la toute petite part de chance aussi qui joue dans le business de tout un chacun et que notre rôle, notre boulot en tant qu'entrepreneur, c'est de se créer un environnement et des conditions où un maximum de circonstances telles que celles-ci peuvent se produire. Et la deuxième pépite que je retiens, parce que je ne l'avais jamais entendu formuler telle quelle, c'était « Quel est mon avantage compétitif rare et difficile à copier ?» Et je trouve que c'est tellement une bonne question à se poser et à se reposer aussi régulièrement. Du coup, ça m'a donné envie un peu de brainstormer avec moi-même sur The Bee Boost par rapport à ça, mais surtout de vous dire, posez-vous la question pour vous et ne cédez pas aux sirènes et à la tentation de vous dire « J'ai rien de plus que les autres, je fais rien de plus que les autres », parce que si, forcément, il y a forcément quelque chose et je vous challenge à trouver ça. S'il y avait un devoir que je devais vous donner à la fin de cet épisode, ce serait celui-ci. Encore merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, s'il vous a plu et que ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour laisser une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!